Chers étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule de notre cours de gestion financière. Lors de cette capsule, on va voir les techniques d'évaluation de la rentabilité d'un investissement. Les techniques d'évaluation de la rentabilité d'un investissement. Est-ce qu'il est intéressant de procéder à un investissement ou est-ce que, d'après l'analyse financière des flux en relation avec le projet, il est préférable de ne pas s'engager dans le projet? Les critères d'évaluation d'un projet d'investissement sont nombreux plutôt. On distingue 4 grands critères pour l'étude d'un projet ou la rentabilité d'un projet d'investissement. Nous avons premièrement la vanne ou la valeur actuelle nette. Par la suite, nous avons l'indice de profitabilité actualisé, le délai de récupération du capital actualisé et le taux interne de rendement. Valeur actuelle nette, indice de profitabilité ou de rentabilité, délai de récupération et taux interne de rentabilité. L'ensemble de ces critères seront étudiés dans une optique de flux actualisé, parce qu'on peut étudier ces indicateurs sans actualisation, mais le résultat sera ou serait biaisé. C'est la raison qui va nous amener à actualiser les flux. Qu'est-ce qu'un taux d'actualisation ou qu'est-ce que l'actualisation? On avait déjà dit que l'actualisation consiste à ramener un certain nombre de flux à la date 0 ou à une autre date. C'est ça l'actualisation. L'actualisation, c'est l'opération qui nous permet de ramener des flux futurs à une date présente ou à une date de début de l'investissement. Pour être en mesure d'opérer cette actualisation, ou cette opération d'actualisation, ou cette technique d'actualisation, on doit déjà définir le taux d'actualisation et comment ce taux est calculé ou comment est estimé. Le taux d'actualisation fait référence au coût du capital. Le taux d'actualisation fait référence au coût du capital dans une première optique. Il s'agit d'un taux plancher ou d'un taux minimum, un seuil minimum au-dessous duquel les projets doivent être ou peuvent être rejetés, sauf pour des raisons stratégiques. On peut opérer un projet même si sa rentabilité est inférieure à la rentabilité exigée. On le verra par la suite. Le choix du taux d'actualisation renvoie à 3 raisonnements ou à 3 optiques. Première optique, c'est le taux d'actualisation comme un coût moyen du capital. Le taux d'actualisation, c'est l'équivalent ou correspond à un coût moyen des capitaux engagés par l'entreprise pour la réalisation de l'investissement. Le taux d'actualisation peut être aussi perçu comme un coût d'opportunité, on le verra,
et le coût d'actualisation comme objectif de rentabilité. Lorsqu'on va étudier les caractéristiques d'un bon critère de décision, ce qui va nous habiter comme questionnement, c'est est-ce que la règle que nous sommes en train d'utiliser pour l'étude de la rentabilité du projet, est-ce que cette règle procure une information sur la création de la valeur du projet pour la firme, ou est-ce que cette règle procure l'information sur une destruction probable de la valeur pour la firme? Est-ce que la règle nous permet de se faire une idée si on est en présence d'une situation de création de valeur ou de destruction de valeur? Est-ce que la règle de décision tient compte de la valeur temporelle de l'argent? Est-ce que la règle de décision prend en considération le risque? Le taux d'actualisation, c'est l'élément par lequel on va répondre à ces différentes questions. Parce que le taux d'actualisation, comme on le verra juste après, est un taux qui intègre, entre autres, le risque. Et c'est un taux qui va nous permettre, une fois l'opération d'actualisation opérée, de ramener l'ensemble des flux à une même date et par conséquent, il tient compte de la valeur temporelle de l'argent. En effet, pour neutraliser l'effet temps sur les différents cash flows, l'évaluation sera faite à une même date et généralement c'est la date de départ de l'investissement, c'est la date T0. On procède alors à l'actualisation. Et qui dit alors actualisation, comme on vient de le dire, dit prise en charge du risque d'une part et dit prise en charge de la valeur temporelle de l'argent. Le taux d'actualisation, je le répète encore une fois, c'est un taux plancher, un taux minimum au-dessous duquel les projets peuvent être rejetés et il nous renvoie trois optiques. La première optique, c'est le coût moyen pondéré du capital, le taux d'actualisation comme coût moyen pondéré du capital. Dans cette perspective, la règle, c'est qu'il est nécessaire que l'investissement génère une rentabilité au moins égale à ce que coûtent les fonds engagés. C'est normal, parce que si l'argent engagé nous coûte par exemple 7%, le projet ne serait rentable que si sa rentabilité dépasse les 7% qui correspondent au coût des ressources mis à la disposition de l'entreprise pour réaliser son projet. Je répète, dans cette perspective, la perspective du taux d'actualisation comme coût du capital, le taux d'actualisation correspond à une moyenne pondérée des différentes sources de financement. Il correspond à la moyenne des coûts des différentes sources de financement et pris bien évidemment d'une manière pondérée. Ce choix repose sur l'hypothèse
que le financement du projet ne modifiera pas de façon notable la structure actuelle du passif ni le risque économique de l'entreprise. Il faut savoir que l'entreprise, ça c'est pour une entreprise qui déjà existe. C'est-à-dire que si l'entreprise a une structure déjà du bilan qui correspond à, par exemple, 60% de capitaux propres et 40% d'endettement, le projet à venir, ce n'est pas un projet qui va bouleverser cette structure des capitaux. On est dans une logique que le projet est ou sera fait dans une optique où les différentes sources de financement restent les mêmes que ce qu'il y avait auparavant. Et s'il y a la nécessité de modifier la structure des financements, il faut tout simplement la prendre en considération. Ce n'est pas si compliqué que ça. Deuxième hypothèse, si le projet est plus risqué que les actifs détenus par l'entreprise, le coût du capital ou de la dette peut être ou doit être majoré d'une prime de risque en fonction des risques liés au projet. On était auparavant dans des activités ou dans des projets peu risqués et il s'avère que le projet que nous sommes en train d'étudier est plus risqué que les autres projets qui sont déjà opérationnels au niveau de l'entreprise. On ne va pas se limiter aux risques moyens sur les projets anciens. On est dans l'obligation de prendre en considération le risque lié au nouveau projet. Pour calculer alors ce coût moyen pondéré des capitaux, qu'on va qualifier ici de K, pour calculer le coût moyen pondéré des capitaux ou des ressources mises à la disposition de l'entreprise, on va prendre le coût de la dette et on va le multiplier par la valeur de la dette ramenée à la valeur des totales ressources. On est dans une logique de pondération, d'étude de coût moyen en tenant compte de la pondération, c'est-à-dire de la part de la dette et de la part des capitaux propres au niveau de l'entreprise, parce que généralement, la dette et les capitaux propres n'exigent pas ou n'impliquent pas la même rentabilité. Je disais que le coût moyen pondéré des capitaux, notez ici un K, il sera égal au coût de la dette que multiplie la valeur de la dette divisé par la valeur des totales ressources. Et quand je dis totales ressources, là on se limite à deux types de ressources. D comme dette, valeur de la dette, plus valeur des capitaux propres, plus le coût des capitaux propres que multiplie la valeur des capitaux propres divisé par la valeur de la dette plus la valeur des capitaux propres. C'est la règle qui va nous permettre de calculer le coût moyen pondéré des capitaux, sachant que dans cet exemple, on a pris en considération l'existence que de deux types de ressources, la dette et les capitaux propres, avec un coût de dette différent du coût des capitaux propres. Prenons un exemple. Soit une société dont la valeur de marché des capitaux propres est de 4 millions de dirhams et la valeur de la dette est d'1 million de dirhams. Et on nous dit que le coût de la dette est de 5% et que le coût des capitaux propres est de 10%. Et il nous est demandé de calculer
le taux d'actualisation à opérer pour l'étude des projets d'investissement de cette entreprise ou le coût moyen des capitaux de cette entreprise. On vient de dire que le coût moyen des capitaux, c'est le coût de la dette que multiplie la valeur de la dette divisée par la valeur des totales ressources. La valeur de la dette, elle est de combien? Elle est de 1 million. La valeur de la dette, elle est de 1 million de dirhams. Elle est là. La valeur des totales ressources, elle est égale à 4 millions. 4 millions, c'est la valeur des capitaux propres, plus le 1 million de la dette. Ce qui nous fait la pondération. Combien représente la dette au niveau du total ressources? La dette représente 20% du total ressources. On a une information que le coût de la dette est de 5%. Et on fera la même chose pour calculer la pondération ou le pourcentage des capitaux propres au niveau du total ressources. Forcément, ça va être du 80%, vu qu'on n'a que deux types de ressources. 100% moins 20%, ça nous fait 80%. Si on veut la calculer d'une autre manière, la valeur des capitaux propres, elle est de combien? Elle est de 4 millions de dirhams. 4 millions de dirhams divisé par 4 millions plus le 1 million, ça nous fait 80 000 dirhams. 80% plutôt, 0,80 ou 80%. Et le coût des capitaux est de 10%. Appliquons alors la règle pour calculer le coût moyen des capitaux propres. Coût de la dette que multiplie valeur de la dette sur valeur totale ressources plus coût des capitaux propres que multiplie valeur des capitaux propres sur valeur totale ressources. 5% que multiplie les 20% plus 1% que multiplie les 80%. On a une moyenne pondérée qui tient compte du coût et de la valeur de chacune des deux types de ressources qui est de 9%. Le coût moyen des capitaux dont dispose cette entreprise est de 9%. On a un coût de la dette de 5% et on a un coût des capitaux propres de 10%. On ne va pas rajouter 5 plus 10 et on divise par 2 parce qu'on n'a pas la même pondération. La dette ne représente que 20%. C'est pour ça qu'on a appliqué la règle et les capitaux propres représentent 80%. Est-ce que on peut se limiter à cette règle-là? Est-ce qu'elle est correcte? Elle est presque correcte. Elle est correcte si on était dans un environnement où on n'a pas d'impôt à payer. Mais vu qu'on est dans une situation presque toujours où il y a un impôt à payer, il faut savoir que le coût de la dette va correspondre en réalité au taux d'intérêt du marché, mais après impôt. Car l'entreprise va réaliser une économie d'impôt sur le versement des intérêts à ses créanciers. C'est ce qu'on a appelé auparavant en analyse financière l'effet de levier financier. C'est une opération qui va permettre à l'entreprise, parce qu'elle paye parce qu'elle prend en charge plutôt les intérêts payés à la banque, elle va diminuer son résultat et par conséquent, elle va bénéficier d'un effet de levier positif ou négatif. Cela va nous amener à corriger notre relation de tout à l'heure et le coût moyen pondéré des capitaux, coût de la dette, serait égal au coût de la dette. Le coût moyen pondéré des capitaux serait égal au coût de la dette que multiplie
Tout à l'heure, c'était valeur de la dette divisé par valeur des totales ressources. Maintenant, c'est 1 moins IS, 1 moins l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés peut être soit de 10%, soit de 30%, soit de 20%. C'est en fonction des résultats réalisés par entreprise. Vous verrez tout ça dans votre cours de fiscalité. Le coût moyen pondéré serait égal au coût de la dette que multiplier 1 moins IS, que multiplier la valeur de la dette divisé par la valeur de la dette plus la valeur des capitaux propres. Plus le coût des capitaux propres que multiplie la valeur des capitaux propres divisé par la valeur de la dette plus la valeur des capitaux propres. On va l'appliquer sur l'exemple de tout à l'heure. On avait dit que la valeur des capitaux propres 4 millions de dirhams, la valeur de la dette 1 million de dirhams, le coût des capitaux propres 10%, le coût de la dette est de 5%, et si on prend en considération un IS de 30%, on va dire que ça, les éléments, ils n'ont pas changé pour l'instant, parce que le même pourcentage ou la même part de dette ramenée au total ressources est la même part des capitaux propres ramenés au total ressources, et c'est les mêmes coûts avant impôt. Mais lorsqu'on va prendre en considération l'effet impôt, c'est-à-dire les économies d'impôt liées au paiement d'intérêts, on va multiplier 5% par 0,7 par 20%, ce qui va nous amener à un coût moyen pondéré qui est légèrement inférieur à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On avait trouvé 9%, là on est en présence de 8,7%. Ça, c'était la première optique pour l'estimation, pour le calcul du taux d'actualisation. Deuxième optique, c'est le taux d'actualisation comme coût d'opportunité. Je vais lire la définition et par la suite, je vais essayer de l'expliquer. Dans cette perspective, il s'agit de générer une rentabilité au moins égale à celle que l'on obtiendrait en plaçant sur les marchés financiers les fonds mobilisés pour l'investissement. Tout à l'heure, on avait dit que le taux d'actualisation correspond au coût moyen des capitaux dont dispose l'entreprise. Là, on n'est plus dans cette optique-là, mais on est dans une optique. Si on avait à placer nos ressources au niveau des marchés des capitaux ou sur d'autres projets d'investissement, le projet d'investissement peut me ramener une telle rentabilité ou un tel niveau de rentabilité. Si le projet peut me ramener un tel niveau de rentabilité, alors mon taux d'actualisation doit correspondre ou doit être égal au minimum à cette opportunité qui m'est offerte, parce qu'il m'est offerte sans réaliser mon investissement, si je procède à un placement, d'avoir du 12%. Ah ben, forcément, le minimum que je vais exiger n'est plus le coût moyen de mes ressources, c'est encore un peu plus, c'est cette rentabilité que je peux obtenir si j'opère ce placement. Et ça va correspondre alors, le taux d'actualisation est égal au taux de placement sans risque, qui est généralement donné par les banques du trésor, Sanadat al-Khazina, plus une prime de risque en fonction du type ou de la catégorie de l'investissement qu'on opère. Ça, c'est la deuxième optique du taux d'actualisation.
La troisième optique, c'est une optique presque pareille que ce qu'on vient de voir, où le taux d'actualisation est vu comme un objectif de rentabilité. Je réalise déjà mon business et j'ai un niveau de rentabilité. Je ne peux pas m'engager dans d'autres business ou je ne vais pas m'engager dans d'autres business qui vont m'offrir une rentabilité inférieure au mien. C'est-à-dire que si je veux investir, si quelqu'un me convainc d'investir dans un business, j'ai déjà un objectif de rentabilité qui est la rentabilité que je réalise sur mes projets précédents. Dans cette perspective alors, un objectif de rentabilité de projet est fixé de façon à maintenir un niveau de performance jugé satisfaisant ou à l'améliorer. Le raisonnement revient à exiger des projets étudiés des performances égales ou supérieures à celles du passé. Si je décide d'engager ou de m'engager dans un investissement, c'est que forcément, il va m'accorder, il va me donner une rentabilité supérieure à ce que j'avais par le passé sur les autres projets d'investissement que je réalise. C'était une capsule un peu courte où on présente juste le taux d'actualisation avec ces trois optiques, le coût moyen pondéré du capital et le taux d'actualisation comme coût d'opportunité et le taux d'actualisation comme objectif de rentabilité. Lors de la capsule suivante, on va présenter les 4 indicateurs pour évaluer l'intérêt d'un projet d'investissement ou la rentabilité d'un projet d'investissement. À la capsule suivante. Ciao, ciao.